Alors, Président, vous l'avez dit, le sujet est vaste et nous avons réuni donc ce matin des experts, des grands témoins qui vont venir nous présenter chacun leur échange, leur recherche, leur expérience, leur vécu des démarches inclusives qu'ils mènent. Et j'ai l'honneur d'accueillir sur la scène maintenant Serge Ebersold. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Comme vous voulez, je vais juste prendre un petit peu de temps pour vous présenter. Alors, voilà, vous êtes... alors, excusez-moi, Monsieur Ebersold, je vais devoir lire parce que quand j'ai regardé un peu votre présentation, je me suis dit choisir, c'est renoncer. Et je vais... c'est bien comme ça. Donc, vous êtes professeur au CNAM, titulaire de la chaire accessibilité. Vous êtes aussi chercheur au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, qui est une unité qui mixe du CNRS et du CNAM. Vos travaux relient la question de l'accessibilité aux mutations de l'action publique. On est dans le cœur du sujet, entre autres, aujourd'hui. Vous disposez aussi d'une expérience internationale, on en a discuté notamment à travers vos collaborations avec la Commission européenne, l'ONU, l'OCDE, l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, et ainsi que dans le processus de révision de la classification internationale du handicap de l'OMS. C'est dire que vous êtes l'homme de la situation pour nous. Et je me permets juste de compléter avec 2 références bibliographiques. J'inviterai aussi les personnes à aller voir sur Google et Mon Ami s'ils veulent avoir plus de références. Donc vous avez écrit en 2020 « L'accessibilité ou la réinvention de l'école » et en 2019 « L'accessibilité ou la solidarité reconfigurée ». Et alors quand on a présenté... tout cela de vous, et on a préparé le colloque ensemble. J'ai noté une de vos réflexions qui m'a quand même un peu surprise quand on a commencé à discuter et qui pourrait peut-être introduire votre propos. Vous m'avez dit, c'est une drôle d'idée de vouloir inclure. Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'inviter à échanger avec vous autour de cette drôle d'idée qu'est l'inclusion. Parce que parler de société inclusive, ça revient à dire que autrefois les sociétés ne l'étaient pas. Or les sociétés ont toujours été inclusives. C'est-à-dire que les sociétés, quelles qu'elles soient, quelles que soient les époques, quelles que soient les latitudes géographiques, ont été confrontées à rendre socialement signifiante la présence de personnes qui dérogeaient aux normes parce que présentant une déficience ou qui n'étaient pas en position d'exercer une activité professionnelle, etc. Donc, si vous voulez, je crois que parler d'inclusion, c'est bien, c'est important. Essayez de comprendre pourquoi nous sommes amenés à parler d'inclusion aujourd'hui en lieu et place d'intégration, d'insertion ou d'assimilation, me semble important pour, comment dirais-je, dépasser certains malentendus, aller au-delà de certaines réticences. Parce que cette notion d'inclusion, elle est loin d'être simple, si vous voulez. À l'heure actuelle, quand on parle d'inclusion, nombre de personnes disent « mais c'est irréaliste, c'est pas possible ». Et je suis allé dans un pays pour analyser les politiques inclusives et je menais un entretien avec une personne qui me disait « mais l'inclusion, c'est pas ce que voulaient les communistes ». Donc, si vous voulez, il y a des choses très, très surprenantes qui entourent cette notion d'inclusion. Surtout que quand on parle d'inclusion, on ramène ça au handicap. Alors c'est vrai que la question de l'inclusion a émergé fin des années 80
autour des personnes présentant une déficience. Or, dès les années 2000, la question de l'inclusion était associée à une école soucieuse de la réussite de tout élève. Elle était associée à une société soucieuse du respect des diversités dans l'universalité. Donc, si c'est parti du handicap, si vous voulez, ça va bien au-delà de la question du handicap. Et je pense qu'un des enjeux, c'est d'aller au-delà de cette question, c'est est-ce que l'inclusion, c'est possible? Jusqu'où peut-on inclure quelqu'un? Mais s'il y a des inclus, il y a des exclus. Si vous voulez, tout ça, me semble-t-il, oublie que ce qui se joue derrière l'inclusion, c'est tout simplement l'effectivité des droits. Et que par-delà de savoir s'il y a des plus ou moins inclus, s'il faut inclure ou pas les gens, l'enjeu fondamental des sociétés actuelles, c'est de ne pas se satisfaire d'un accès aux droits qui est reconnu, pour s'interroger sur l'effectivité des droits de tout un chacun. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que j'aimerais relier cette notion d'inclusion à trois glissements qui me semblent majeurs et qui font de l'accessibilité une forme rapprochée de protection sociale, à travers laquelle il va peut-être être possible de penser les nouvelles formes de solidarité. Parce que ça veut dire, si je ramène l'inclusion à la question des droits, ça veut dire que l'accessibilité, ce n'est pas la rampe. L'accessibilité, parce que l'accessibilité, ce n'est pas des services que l'on met en place pour les personnes à mobilité réduite, et si on prend le cas de la SNCF, les utilisateurs de ces services ne sont pas majoritairement des personnes présentant une déficience. On sait très bien aussi que les rampes sont bigrement utiles lorsque on a une valise ou lorsqu'on a une poussette. Et donc, si vous voulez, ce qui se joue fondamentalement dans cette notion d'inclusion, c'est l'effectivité des droits et de réfléchir à la manière dont on va pouvoir faire de la solidarité l'affaire de tout un chacun, à travers, et ce faisant, le moyen de penser le prendre place de tout le monde dans un contexte où ce prendre place n'est plus tout à fait donné. Et donc, j'aimerais mettre l'accent sur trois glissements de perspective, me semble-t-il, et trois enjeux. Si nous parlons d'inclusion, c'est parce qu'un certain nombre d'innovations sont apparues qui nous ont obligés de passer du service public au service au public. Et d'ailleurs, quand on lit les schémas départementaux de l'amélioration de l'accessibilité, c'est un élément qui est clé. D'autre part, si nous parlons d'inclusion à l'heure actuelle, c'est parce que la question du prendre place et du rapport aux institutions se trouve posée avec une certaine défiance. Et c'est là, si vous voulez, que ce qui se joue derrière la question de l'accessibilité, c'est de sécuriser l'oser agir, le vouloir agir des personnes. Et en troisième lieu, si la question de l'inclusion se pose, c'est parce que les inégalités ont augmenté. Si l'on prend par exemple la situation des personnes qui présentent une déficience, l'augmentation par exemple du nombre d'élèves à PPS dans beaucoup de pays n'a pas contribué à réduire les inégalités d'accès à l'emploi des personnes présentant une déficience par rapport à l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans maintes situations, des situations individuelles se sont améliorées, mais collectivement,
les inégalités ne se sont pas réduites, au contraire, elles se sont creusées. Je parle d'inégalités territoriales et je parle d'inégalités sociales. Alors, je sais que le temps est compté. Premier glissement de perspective sur lequel j'aimerais insister, c'est celui des innovations. Et j'aimerais mettre en avant deux mutations, deux innovations. La première renvoie au développement des sciences cognitives, qui ont remis en cause l'idée qu'il pouvait y avoir, parce que c'est quand même une drôle d'idée, que d'admettre que tout d'un coup, des personnes qui n'avaient pas leur place à l'école ont leur place à l'école. Ou que des personnes pour lesquelles on a créé des établissements spécialisés n'ont plus leur place dans les établissements spécialisés, mais ils ont leur place au même titre que tout un chacun dans le monde de l'entreprise. Donc il a bien fallu, si vous voulez, que s'impose l'idée que des personnes qui n'avaient pas leur place ont leur place. Et c'est là que l'on ne peut pas omettre le rôle des sciences cognitives qui ont montré que une personne pouvait présenter une déficience, elle n'en avait pas moins des possibilités de développement cognitif. Et que, si vous voulez, toute personne était en possibilité d'apprendre. Que l'intelligence n'était pas une affaire individuelle, mais que l'intelligence va largement dépendre du contexte dans lequel on va placer les personnes pour leur permettre d'apprendre. À partir du moment où la science montre qu'on peut présenter une déficience tout en disposant de possibilités d'apprentissage, tout en disposant de possibilités de développement, de fait, la question du droit, de l'accès à l'emploi, de l'accès à la société, se repose. Et là où le secteur social et médico-social s'est développé autour d'une opposition entre les capables et les incapables qu'il fallait réadapter, maintenant les sciences cognitives démontrent que plutôt que de parler d'incapables, nous avons affaire à des personnes atypiques, dont les possibilités de développement sont bien réelles, mais qu'elles dépendent des contextes dans lesquels on va placer les personnes. Et ce qui revient à dire que le problème qui spécifie les personnes vulnérables, c'est plus leur inéducabilité, c'est plus leur inemployabilité, mais c'est l'inaccessibilité de la société, ou l'inaccessibilité des structures d'accompagnement, de l'école, etc. Donc on déplace le glissement de perspective. Donc ça veut dire que les sciences cognitives ont remis en cause le lien entre déficience et incapacité, au profit d'une approche nous invitant à mettre l'accent sur les potentialités des personnes et les conditions permettant d'étayer les personnes dans leur potentialité et leur possibilité d'inscription sociale. Deuxième innovation majeure, c'est le numérique. Parce que le numérique, il change radicalement le rapport entre l'homme et la machine. Nous connaissons tous les temps modernes de Chaplin. Dans ce film, Chaplin montre à quel point l'homme est un rouage qui est dépendant de la technique. C'est un engrenage. Il est pris dans un engrenage qu'est la technique. Et, si vous voulez, la société industrielle considérait que l'homme était le maillon faible. Il fallait tout planifier et il fallait que l'homme réponde à la technique pour rendre la technique performante. Or, le numérique, c'est tout à fait différent. La performance du numérique va dépendre de l'ingéniosité, de la curiosité des utilisateurs. Pensons au téléphone.
Si j'utilise mon téléphone portable comme un téléphone, je désespère nombre de jeunes et je désespère les constructeurs. Parce que j'utilise que 1% des possibilités qu'offre le numérique. Par contre, si je navigue, par contre, si je suis curieux, je vais renforcer la performance du numérique. Ça veut dire que les usages que je vais faire de l'outil numérique vont conditionner la performance du numérique. Et ce qui revient à dire que le rôle de la personne dans le système productif a radicalement changé. Là où on nous demandait d'être des exécutants, on nous demande maintenant d'innover pour pouvoir, comment dirais-je, être au rendez-vous de la technique. Donc on ne nous demande plus d'être un rouage, on ne nous demande plus d'être un exécutant, on nous demande d'être polyvalent, on nous demande d'être innovant pour permettre effectivement d'optimiser le numérique. Et nous le connaissons tous dans la mesure où lorsque nous essayons d'accéder à certains services administratifs par le biais du numérique, que nous devons naviguer, que nous devons chercher. Si nous ne naviguons pas, si nous ne cherchons pas, de toute façon, ça ne se fera pas. Et c'est là qu'il y a un enjeu qui est fondamental, c'est d'éviter de nous surresponsabiliser en nous demandant d'être des innovateurs sans nous donner les moyens d'innover. Et c'est là que, si vous voulez, l'accessibilité, c'est ce à travers quoi on va aller au-delà de l'adaptation de moyens à des besoins pour s'interroger sur le pouvoir d'agir conféré aux personnes. En quoi les services publics confèrent-ils aux usagers un pouvoir d'agir? En quoi les appuis que l'on propose aux élèves en difficulté leur permettent-ils d'exercer le métier d'élève? Parce que si on va à l'école, c'est pour apprendre, mais apprendre, c'est exercer le métier d'élève. Donc, il s'agit de s'interroger sur l'effet capacitant du travail réalisé. En quoi permettons à la personne d'effectuer les mêmes tâches que les autres? Et c'est là que un travail que j'ai mené sur la transition juvénile, qu'il n'y a que 30% de la population enquêtée qui estime que les soutiens leur permettent de faire la même chose que les autres. Ça veut dire que les soutiens les invalident. Autre question, en quoi les soutiens leur permettent-ils de concilier les contraintes de l'activité qu'ils exercent avec la déficience? Là, il y avait 22% qui jugeaient que c'était le cas. Ça veut dire que près dans 80% des cas, les soutiens que l'on alloue aux personnes pour qu'ils conjuguent les contraintes de la déficience avec les exigences du poste ne se matérialisent pas. Et c'est là que, par exemple, dans les schémas d'accessibilité, au-delà d'aller de la satisfaction des usagers par rapport à un service, il peut être intéressant de prendre en considération l'effet capacitant. Parce qu'on peut mettre 3 minutes pour aller chez le médecin, encore faut-il qu'il y ait un médecin. Et encore faut-il que le médecin nous permette de nous soigner correctement. Donc, si vous voulez, si on parle d'inclusion et si l'accessibilité est un enjeu, c'est bien parce qu'il y a eu ces innovations. Mais ces innovations, si vous voulez, elles portent en elles un enjeu de cohésion relativement important. Il y a un nouveau rapport à la citoyenneté. Parce que nous placer en position d'innover nous demande de nous engager dans la société. Et c'est pour ça, si vous voulez, que si au début des années 80, on demandait aux jeunes en difficulté dans les dispositifs d'insertion de formuler des projets, maintenant nous sommes tous amenés à formuler des projets. L'entrée à l'enseignement supérieur est couplée à l'explicitation d'un projet. L'accès à l'emploi de chacun est couplé à la formulation et l'explicitation d'un projet. Donc ça veut dire que finalement, si vous voulez,
la citoyenneté, elle est largement liée au souci d'engagement, ou au sens que prend l'engagement pour les personnes. Et c'est là que nous avons un problème de manière relativement... des problèmes substantiels, puisque nous envisageons une société participative, mais que dans certains cas de figure, dans certains territoires, on a une société participative sans participants. On avait parlé du non-recours au droit, notamment. Alors, il y a plusieurs dimensions. Il y a les stratégies d'évitement des couches aisées. On se rend compte qu'il y a des stratégies d'évitement. Par exemple, vous prenez une ville comme Paris, les choix scolaires des couches aisées et les choix résidentiels des couches aisées contribuent à ce qu'il y ait de moins en moins de personnes de milieux populaires dans les villes, et reléguant les personnes dans les marges. Or, on se rend compte que plus on est en marge d'une ville, et plus on a des problèmes de mobilité. Pourquoi? Parce que les transports, ils ne sont pas au rendez-vous. Et si on n'a pas de voiture, on passe beaucoup plus de temps dans le transport que dans le travail. D'autre part, si vous voulez, c'est le non-recours au droit. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des droits sont reconnus aux personnes, mais que ces personnes ne souhaitent pas y recourir. 37% des personnes éligibles au titre du RSA ne recourent pas à leurs droits. Un quart des Français ont renoncé aux soins en 2021. Un nombre non négligeable de parents ayant un enfant présentant une déficience préfèrent ne pas recourir à des soutiens plutôt que de devoir concilier l'inconciliable. On assiste à une augmentation de la scolarisation à domicile de manière assez substantielle. Concilier l'inconciliable, c'est-à-dire c'est la difficulté qu'ils ont à mobiliser ou à connaître les possibilités qu'ils ont ou... Alors, concilier l'inconciliable, c'est qu'il est difficile dans une même journée de travailler, d'emmener son enfant à l'école, de réunir les trajets pour permettre à l'enfant d'être scolarisé et d'avoir une activité périscolaire, pour l'emmener chez le kiné, etc., etc. On parlera ensuite donc, avec l'intervention de Marie Ozarek notamment. L'autre souci, si vous voulez, c'est que les personnes vulnérables sont moins enclines à recourir au numérique et au technologique pour faire, comment dirais-je, pour exercer leurs droits. Donc, ce qui revient à dire que dans une période de digitalisation et de numérisation, on risque de renforcer les vulnérabilités. La fameuse fracture, l'électronisme informatique. Alors, numérique. Justement, je pense qu'un des enjeux, ce n'est pas de parler d'électronisme, mais de s'interroger sur la manière, et c'est là que la protection du pouvoir d'agir dont je parlais était importante, mais c'est de s'interroger sur la manière dont on va protéger les vouloirs agir. Comment va-t-on entretenir le souci d'engagement des personnes? Et c'est là, si vous voulez, que l'accessibilité a ceci d'intéressant, c'est que l'accessibilité, ça ne se décide pas. Sinon, la loi de 2005, elle serait appliquée depuis longtemps. L'article 9. L'accessibilité, ça ne s'impose pas. Je vais peut-être me répéter, mais j'étais chez le médecin il n'y a pas longtemps, et quand je lui ai dit que j'étais titulaire de la chaire de l'accessibilité, je me demandais si le médicament qu'il allait me donner, me prescrire, allait me guérir ou me tuer. Le regard, il était vraiment... Mais parce qu'effectivement, si vous voulez, l'accessibilité, ça ne s'impose pas, l'accessibilité, ça se légitime. Et c'est là, si vous voulez, que les raisonnements territoriaux sont importants, parce que c'est les synergies entre les collectivités territoriales, entre les municipalités, entre la société civile, etc., qui vont permettre de penser quelque chose qui est de l'effectivité des parcours, de la cohérence, etc., et qui va permettre de conjuguer quelque chose qui est de l'ordre du développement territorial avec du développement social. L'accessibilité, c'est s'interroger sur, c'est intégrer dans l'action publique la question des usages. C'est-à-dire le fait que nous avons des usages différents d'Internet, nous avons une représentation différente de ce qui va faire la qualité
d'une prestation. Nous avons des représentations différentes de ce que nous souhaitons faire et que c'est dans la co-construction avec les intéressés. C'est là que réside la pérédance. L'intérêt de la pérédance, ce n'est pas le fait que les personnes soient en difficulté ou qu'ils présentent une déficience, mais c'est qu'à travers la pérédance, on va pouvoir prendre en considération le point de vue des intéressés. Parce que moi, je peux très bien décider que mon service est accessible. Je réponds RG2A, ce qui est déjà un miracle. Mais bon, admettons que je réponde RG2A. Mais ce n'est pas parce que je suis technologiquement accessible que les personnes pourront utiliser le site au regard du besoin qu'ils en auront. Et c'est là, si vous voulez, que le non-recours, ce n'est pas lié à l'électronisme. Le non-recours, c'est lié à l'inaccessibilité des sites numériques. D'après l'Union européenne, il y a 20% des sites numériques qui sont accessibles. C'est-à-dire que quand on conçoit les sites, on ne les conçoit pas toujours avec les personnes concernées. Et on ne s'interroge pas toujours sur les usages que l'on va faire. Or, par là même, en se privant de la question des usages, finalement, on va aussi se priver d'outils numériques permettant de prévenir le non-recours et de prévenir les discriminations. Ça, c'est l'autre dimension, dans la mesure où ce n'est pas parce qu'une personne accède à l'emploi qu'elle ne sera pas discriminée sur le lieu professionnel. Si vous prenez les travaux du défenseur des droits, les personnes qui présentent une déficience sont parmi les plus nombreuses à être discriminées sur les postes de travail. Et donc, mais ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu, ce n'est pas uniquement de s'interroger ou de construire les conditions de placement dans l'emploi, mais c'est de s'interroger sur la manière dont on va faire de la solidarité l'affaire de tout un chacun, dans un contexte donné, que ce soit l'emploi ou que ce soit l'école, etc., pour que, si vous voulez, le prendre place fasse sens pour les uns et les autres, et qu'il n'y ait pas les stratégies de désinvestissement, de non-recours, etc. Ce qu'on appelle le décrochage scolaire, c'est une forme de non-recours. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont la possibilité d'y aller, mais ils n'en veulent pas. Ça, c'est la protection du vouloir agir. Je sens que le temps commence à presser. Troisième élément, si vous voulez, ce sont les inégalités. Ce sont les inégalités, à savoir que on a beau reconnaître un pouvoir agir avec les personnes et entretenir leur vouloir agir, encore faut-il qu'on sache comment agir. Et je prends l'exemple du numérique. Le numérique nous demande d'être des autodidactes en permanence. Parce qu'à peine s'est-on fait à un logiciel qu'on en a un nouveau, ou une mise à jour, et qui nous demande de nous réadapter, si vous voulez, à cet outil. D'autre part, ce dont on se rend compte, intuitivement, on pourrait penser que les jeunes sont les plus à l'aise dans le recours au numérique pour des questions administratives. Or, les enquêtes de l'IRDES montrent que ce n'est pas le cas, que les 18-24 ans sont ceux qui disent être le plus mal à l'aise dans l'usage du numérique à des fins administratives. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, on acquiert une connaissance intuitive de l'outil numérique en jouant, en échangeant avec les uns et les autres, mais ce n'est pas pour autant que l'on acquiert les compétences, les connaissances nécessaires à la navigation, etc. Donc, et c'est à ce titre-là, si vous voulez, qu'il y a un troisième enjeu qui renvoie à l'accessibilité, c'est que la protection des inégalités, la lutte contre les inégalités, passe par la sécurisation des savoirs agir. C'est-à-dire permettre à des personnes qui ont des capacités différentes, qui ont des positions différentes, d'être à équivalence de pouvoir d'agir. Comment va-t-on placer les personnes
en position de prendre les responsabilités qu'elles sont à même, qu'on leur demande de prendre. Comment va-t-on placer les personnes en position, finalement, d'avoir les mêmes opportunités. Quand on parle d'égalité des chances, ça suppose de placer chacun, ou de donner à chacun les mêmes chances. Et donner à chacun les mêmes chances, c'est s'interroger sur les formes d'égalité réelles qu'expérimentent les personnes. En quoi, à situation égale, ont-elles les mêmes chances que les autres? Et pour ne pas conclure, j'aimerais dire que ce qui se joue à travers l'inclusion, c'est penser l'universalité dans la diversité. Et peut-être moins parler d'inclusion en tant que telle, mais que d'éducation inclusive, de pratique inclusive, et surtout de faire de l'accessibilité une valeur. L'accessibilité, une valeur d'avenir, à travers laquelle on va pouvoir conjuguer les formes collectives de protection que reconnaissent les législateurs avec des formes de protection effectives. Les assurances chômage ne protègent pas les plus faibles. Et c'est là que l'accessibilité intervient, parce que comment va-t-on protéger effectivement les personnes au regard de contextes et de situations données? Comment va-t-on conjuguer le droit à aller à l'école avec le droit d'exercer le métier d'élève, par exemple? Et comment permettre aux personnes de se penser à parité de participation, c'est-à-dire aussi respectable et estimable que tout à chacun, et trouvant sens dans l'engagement qu'on leur demande et l'innovation sur laquelle on les sollicite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, M. Bersol. Alors, dans la présentation sur le pouvoir d'agir, le savoir d'agir et le vouloir agir, je pensais toujours à, on en avait parlé, ce film de Ken Loach, Moi, Daniel Black, où il peut, il a l'ordinateur, mais il ne sait pas, et finalement il ne veut plus. Et j'ai quelque chose que je voudrais vous poser, c'est surtout par rapport à l'Assemblée qui est ici. Vous m'avez dit quelque chose aussi qui est le progrès offre une perspective. Vous voyez où je veux en venir? Le projet n'offre aucune perspective. Et alors là, j'avoue, je pense comme la plupart des gens qui sont ici, on travaille sur le projet associatif, projet individualisé, projet établissement, projet de soins. C'est la base, la pierre angulaire de notre travail. Et d'un seul coup, vous dites, il n'offre aucune perspective. Si vous voulez, le XXe siècle s'était organisé, ou la société industrielle s'est organisée autour de la notion de progrès. Or, le progrès, c'est quelque chose qui est donné, qui est acquis, et on postule qu'on va vers quelque chose de mieux. Ça prendra du temps, ça peut ne pas être simple, mais on va vers quelque chose de s'améliorant. On va réduire les inégalités, etc. Or, le projet, si vous voulez, un projet n'a de sens qu'au regard du sens qu'on lui donne. Le projet n'est pas générateur de sens. Le projet n'a de sens qu'au regard de celui que l'on donne, et, si vous voulez, ça nous plonge dans un éphémère. Là où la notion de progrès nous permettant de penser quelque chose qui était de l'ordre du futur, de s'inscrire dans le temps, la notion de projet nous plonge parfois dans une citoyenneté nescafée. C'est-à-dire à peine finit-on un projet qu'on est dans un autre projet, si vous voulez. Et finalement, il est extrêmement compliqué de se projeter dans un futur quel qu'il soit, si le seul futur que l'on a, c'est celui que l'on se définit et dont on est responsable. Et c'est là qu'intervient la question de l'accessibilité. On ne peut pas demander aux gens de travailler sur un mode projet si on ne s'interroge pas sur leur pouvoir d'agir,
sur leur vouloir agir et sur leur savoir agir. Moi, j'ai mené des entretiens avec des personnes à la recherche d'emploi qui ne présentent aucune déficience, avec des parents qui ont un enfant présentant une déficience, etc. Et certains me disaient, mais attendez, vous me demandez de formuler un projet. Un, je sais qu'il ne se concrétisera pas. Deux, je sais que si je ne formule pas bien le projet, je n'aurai pas l'argent. Et trois, je suis déjà content de ne pas avoir d'ennui aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous que je me projette dans le futur? Et c'est là, si vous voulez, que pour moi, la question de l'accessibilité est une valeur d'avenir. Parce que ça nous force, non pas à nous interroger sur l'autodétermination, mais sur le souci et le souhait d'engagement des individus dans un collectif et dans la responsabilité qu'assume le collectif à l'égard des individus. C'est là, si vous voulez, qu'on dit, par exemple, dans les schémas départementaux à l'accessibilité, d'amélioration de l'accessibilité, c'est très long, hein. On se rend compte qu'on parle souvent de l'accessibilité au droit. Non, c'est l'accès au droit qui suppose l'accessibilité des services. Si l'on parle de l'accessibilité au droit, on oublie que ce qui se joue dans le droit, c'est l'effectivité des droits, et que cette effectivité des droits va dépendre de l'accessibilité des services. Donc, de la responsabilité qu'assument les services à l'égard des administrés. Et c'est là que se joue, si vous voulez, un enjeu fondamental, parce que j'ai aussi trouvé des rapports où on parlait de l'accessibilité des services, des personnes, l'accessibilité des personnes à l'administration. Donc on est dans l'inverse, si vous voulez, on demande aux personnes d'être accessibles pour les administrations. Et donc, cette notion d'accessibilité, si vous voulez, s'en saisir comme une forme de protection rapprochée à partir de laquelle on va penser le droit A et le droit 2, ou conjuguer le droit A et le droit 2, c'est ce à travers quoi on va pouvoir permettre aux personnes de faire du projet non pas une injonction paradoxale, mais ce à travers quoi on va oser se projeter dans le futur. Et ça suppose d'aller au-delà de l'autodétermination. Parce que l'autodétermination, c'est un peu comme le sketch de Francis Blanche et de Pierre Dac. Francis Blanche demande à Pierre Dac s'il peut répondre à la question. Et Pierre Dac répond oui. Et donc Francis Blanche dit applaudissez, il le peut. Mais quand vous organisez l'action publique autour du choix, une fois que vous savez que les personnes ont le choix, ça ne vous renseigne absolument pas sur ce que les personnes vont être à même de faire avec ces possibilités de choix. Et si je prends l'exemple des parents qui ont un enfant présentant une déficience, ce n'est pas parce qu'on les informe de quelque chose que l'information va prendre sens et qu'ils vont pouvoir se saisir de l'information pour pouvoir penser leur rôle de parent. Mais c'est également vrai pour les enseignants lorsqu'on parle de scolarisation, ou pour les collègues de travail lorsqu'on parle d'emploi, ou les voisins lorsqu'on parle de logement. Merci, j'avais beaucoup d'autres questions, mais je pense que bon, là, le temps nous est imparti. Merci beaucoup, Monsieur Ebersol. Merci professeur. Comme